Bonjour et bienvenue dans 15 minutes pour parler d'Europe. La France préside le Conseil de l'Union européenne pour 6 mois. À cette occasion, la délégation des barreaux de France et Lefebvre d'Alloz s'associe pour vous proposer ce podcast, dont la vocation est de sensibiliser sur les travaux et les actions conduites dans le domaine de la justice au plan européen. Aujourd'hui, pour nous parler d'Europe, Laurent Petitty reçoit Sabine Tillet. Bonjour Sabine Tillet. Bonjour. Députée d'Indre-et-Loire, vous êtes la présidente de la Commission des Affaires européennes de l'Assemblée nationale depuis le début de cette législature. À la différence des commissions permanentes de l'Assemblée nationale, la Commission des Affaires européennes exerce un contrôle sur les activités européennes du gouvernement, entretenant un dialogue direct et régulier avec les institutions européennes, en particulier le Parlement européen et avec les autres parlements de l'Union européenne. Et grâce à une étroite collaboration avec les commissions législatives de l'Assemblée, votre commission s'attache à sensibiliser et éclairer les députés sur les enjeux européens et apporter au niveau européen les priorités françaises. Votre commission examine l'ensemble des projets d'actes européens qui lui sont communiqués par les institutions européennes. Quels sont les textes pour lesquels vous avez adopté récemment une résolution européenne ? Tout d'abord, un grand merci à vous de vous intéresser à la Commission des Affaires européennes de l'Assemblée nationale, puisque c'est une commission qui est très peu connue, alors que chaque État membre a une Commission des Affaires européennes où, dans très peu de cas, les affaires européennes sont portées par la Commission des Affaires étrangères. Donc, merci beaucoup pour cet entretien. Donc, nous nous sommes saisis tous les ans à peu près de 1000 textes qui nous parviennent de la Commission européenne qui transite par le gouvernement et qui nous sont soumises pour appréciation, pour savoir si ces textes nous ont une importance, s'ils nous posent problème ou pas, vous voyez, et ça touche vraiment tous les domaines que nous traitons ici aussi à l'Assemblée nationale. L'examen formel des textes peut prendre plusieurs formes. Soit on fait une communication autour de ces textes, parce qu'on a des référents de notre commission dans les commissions permanentes aussi, parce que c'est très important. La composition de notre commission, donc il y a 48 membres qui ont cette particularité de devoir siéger dans une des commissions permanentes. Et pour la petite histoire, la commission des affaires européennes est ce qu'on appelle semi-permanente, malheureusement. Nous sommes, comme vous l'avez bien dit, en dialogue interinstitutionnel avec les institutions européennes, mais nous avons malheureusement ici pour l'instant pas les mêmes prérogatives que les commissions permanentes. Mais nous sommes la seule commission qui est explicitement nommée, inscrite dans la Constitution française, alors que les autres commissions, les sujets ne sont pas définis, sont définis lors de chaque législature si on le voudrait. Donc on peut faire des communications, on peut aussi adopter des conclusions ou mettre en place un rapport d'information sur des sujets qui nous paraissent importants à traiter et surtout adopter des résolutions qui sont ensuite transmises à la Commission européenne et qui doivent nous répondre. Normalement aussi, c'est vrai que nos résolutions ne lient pas vraiment le gouvernement, mais il y a quand même une petite réserve de 8 semaines quand le gouvernement négocie au Conseil. Il doit quand même attendre l'avis du Parlement français, ou plutôt de l'Assemblée nationale française, pour savoir si on a des réserves ou pas sur certains sujets. Et quelle est la dernière résolution européenne qui a été adoptée par votre commission ? Vous pourriez nous donner un exemple ? On a adopté plusieurs parce qu'il y a beaucoup de négociations actuellement en cours au niveau européen. Donc, on a une récente résolution sur le Digital Market Act et sur le Digital Service Act, mais aussi sur la stratégie mobilité intelligente et durable, ce qui quand même la mobilité et le transport en général, c'est un sujet extrêmement important dans le cadre du changement climatique, de notre objectif d'arriver à une neutralité
neutralité carbone en 2050, ou au moins réduire de 55% en 2030 par rapport aux années 90. Ça nous paraissait très important de nous positionner. Nous avons aussi adopté une résolution sur la BITD et les effets dans la taxinomie. Donc ça aussi, c'est un gros sujet. Comment maintient-on au niveau de l'industrie de la défense cette capacité de lever des fonds auprès des banques? Gros sujet aussi pour nous et pour la commission de défense en particulier. La commission que vous présidez veille également au contrôle du principe de subsidiarité pour une bonne articulation entre droit européen et droit français. Pourriez-vous nous donner quelques illustrations de ce contrôle-là ? Alors bien sûr, ce principe de subsidiarité est très important et d'ailleurs différemment utilisé, ça je le vois quand je rencontre mes homologues des autres parlements nationaux, différemment utilisé dans les parlements. Certains tentent de l'utiliser comme frein à l'intégration européenne, faut le dire aussi, alors que c'est plutôt un sujet pour bien partager les compétences, parce que c'est dans les cadres des compétences partagées de l'Union européenne. C'est l'échelon le plus proche du citoyen ou le plus efficient qui doit agir suivant le sujet posé. Donc on doit l'utiliser bien plus de cette manière positive. Donc c'est une procédure de réexamen des projets d'actes législatifs et on peut envoyer un avis motivé à la Commission. C'est par exemple un tiers des parlements nationaux, c'est le fameux carton jaune, mais c'est pas très très facile d'obtenir en fait une concertation là entre les parlements nationaux. Donc du coup, cette procédure du carton jaune a été déclenchée qu'à 3 reprises, a été assez peu utilisée. La procédure du carton orange, c'est la moitié des parlements nationaux qui dénoncent le non-respect de la subsidiarité. Donc ça n'a jamais été mis en œuvre. Mais il y a toujours des tentatives, par contre, de beaucoup de parlements nationaux de dénoncer ce principe de subsidiarité. Donc il faudrait qu'on arrive entre nous à une plus grande coordination, le cas échéant, mais je dis positivement. Donc peut-être faudrait-il prolonger le délai, parce qu'on n'a qu'un certain délai, pour permettre au Parlement de se coordonner, ou peut-être aussi changer de logique et d'utiliser le principe de subsidiarité de manière plus proactive, positive, et de dire aussi de l'invoquer quand on considère que l'Union européenne ou les institutions auraient dû agir. Vous participez également au développement de la coopération interparlementaire avec les parlements des autres États membres et le Parlement européen, et vous prenez part à la COSAC, qui est la conférence des organes parlementaires spécialisés dans les affaires de l'Union des parlements de l'Union européenne. Pourriez-vous nous faire le point sur ces échanges et ces collaborations ? Alors la COSAC, c'est un lieu vraiment de dialogue ou d'une coopération approfondie entre parlements nationaux. Donc le rôle a été consacré par le traité de Lisbonne pour impliquer un peu plus les parlements nationaux. Et pour moi, c'est un point très important. Depuis que je suis rentrée dans cette fonction, je trouve que c'est les parlementaires nationaux qui sont le chaînon manquant dans la construction européenne. Je le dis très souvent, nous sommes beaucoup plus proches des élus locaux et de nos électeurs étant chaque semaine dans nos circonscriptions que les députés européens. Donc on doit vraiment agir en complémentarité. On doit montrer le lien qui existe entre l'échelon européen, national et local, parce qu'in fine, tout ce qu'on fait, c'est quand même pour permettre de relever des défis, trouver des solutions et de mieux vivre là où on vit, justement. Et ça, c'est dans les circonscriptions. Donc, c'est pour moi vraiment je dirais un lieu qui est très important, mais qui nécessite des réformes aujourd'hui, parce que on a besoin. C'est un instrument qui n'est pas pleinement satisfaisant à l'heure actuelle. On fait des débats sur les points à l'ordre du jour, mais on assiste à des brèves interventions successives. Ce n'est pas, à l'heure qu'il est, je dirais, un vrai échange avec des propositions éventuellement discutées en amont dans nos commissions. Et ça, vraiment, lors de cette présidence, j'aimerais bien donner un coup de pouce pour réformer un tout petit peu cette COSAC et aussi de la rendre plus visible auprès des médias et par là rendre plus visibles les commissions des affaires européennes.
Donc, à l'occasion de la présidence française, pour la première fois, on a actionné un fameux article 2 des statuts de la COSAC qui permet de mettre en place des groupes de travail sur différentes thématiques. Nos collègues ont été d'accord, on a réussi à adopter ça par consensus. Ça devrait permettre de donner plus de substance et aussi de parler plus franchement entre nous de certains problèmes ou certains sujets qui sont sujets à divergence et qui peuvent être même des bombes à fragmentation pour l'intégration européenne. Donc ces groupes de travail portent sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union et sur la place des valeurs européennes au cœur du sentiment d'appartenance, in fine des questions qui tournent autour de la démocratie et l'état de droit. On a eu déjà ce qu'on appelle la petite COSAC, c'est la réunion des présidents, ça c'était il y a quelques semaines, et la grande COSAC le 4 et 5 mars, où on tire un premier bilan de la présidence française en présidence du Premier ministre, on parlera du plan de relance européen de la sortie de crise, comment elle se présente dans nos différents États membres, et ensuite changement climatique, transition énergétique, conférence sur l'avenir de l'Europe et un premier rapport d'étape des groupes de travail. Alors, au-delà du transfrontière, vous développez également des axes bilatéraux. Que pourriez-vous nous dire de l'axe franco-allemand ? Évidemment, c'est un sujet qui me tient à cœur puisque j'ai été élue en tant que franco-allemande, députée et présidente de cette commission. Donc, je sais aussi combien des questions interculturelles sont importantes. Nous avons toujours l'impression de nous connaître, de savoir avec qui on construit cette Union européenne, mais en réalité, on ignore beaucoup nos histoires et nos cultures. La France et l'Allemagne sont les deux États membres, pas les plus importants bien sûr, mais qui ont une population importante et surtout qui ont une puissance économique la plus importante dans l'Union européenne. Donc il me paraissait important de créer une structure qui permette de mieux connaître nos méthodes de travail, parce que ce qui est intéressant aussi, la France est un État central, l'Allemagne est une fédération. L'Allemagne, d'ailleurs, connaît très bien ce principe de subsidiarité. Les Allemands sont souvent concernés par ce sujet, puisqu'il y a l'échelon fédéral, il y a l'échelon des Länder. Les Länder sont des États, ne sont pas des régions françaises, mais ont un ministre-président, ont un gouvernement, ont une cour constitutionnelle. Donc on a un petit peu la même problématique. Donc il me paraissait très important de voir quelles peuvent être les méthodes de travail complémentaires entre un État aussi où l'exécutif est extrêmement fort et un État où on est plus dans une démocratie parlementaire, je dirais. Et ça permettrait d'avoir une meilleure compréhension sur différents sujets. Donc il y a eu un groupe de travail qui a été institué. Moi, je faisais partie de ce groupe de travail, 9 députés de part et d'autre, et on a réfléchi qu'est-ce qu'on pourrait véritablement faire. Et ce qui était très intéressant, c'était ces 18 députés, donc 9 Français, 9 Allemands qui représentaient aussi les groupes politiques. Au début, c'était vraiment un travail allemand-français. Au bout de quelques semaines déjà, c'était plus une question allemand-français, mais une question d'appartenance politique. Et ça, c'était déjà quelque chose que je trouvais extrêmement positif. Et finalement, on a réussi, par l'accord parlementaire franco-allemand en 2019, la mise en place d'une assemblée parlementaire franco-allemande avec 50 députés de part et d'autre. Donc, c'est 100 députés qui reflètent les forces en présence dans leur assemblée d'origine et qui couvrent aussi tous les champs politiques. Et la particularité, c'est surtout quand on adopte des contributions, des conclusions, c'est vraiment une expression franco-allemande. On a eu beaucoup de discussions autour de la manière de voter et on a réussi à se mettre d'accord sur le fait d'avoir un vote majoritaire, donc 51, qui ne tient pas compte de l'appartenance nationale. Et donc ça devient vraiment comme je disais, une expression franco-allemande. Et qui permet aussi de bien mettre en avant des divergences, parce qu'on a eu la phase de réconciliation. Maintenant, je dirais, il est temps de se mettre véritablement au travail et de ne pas mettre sous le tapis ce qui nous sépare. On le voit bien quand on pense à la question du nucléaire, par exemple. Là, il y a des grosses discussions au niveau de la taxonomie, donc la classification des activités économiques. Est-ce que le nucléaire, oui, on en a besoin pour la transition, les Allemands
le refuse, les autres chaînes d'ailleurs aussi. Donc, mais il faut le mettre sur la table, il faut tenir compte de l'histoire, comme pour les questions de défense aussi. Et il faut se rendre compte que, oui, il y a la différence interculturelle aussi. On n'a pas les mêmes priorités. Quand on parle d'industrie de la défense, les Allemands entendent industrie retombée économique. Nous entendons défense et défense de nos intérêts. Au mois de novembre dernier, votre commission a adopté un rapport d'information sur la prise en compte des sujets européens dans les médias. Quelles ont été vos principales conclusions et recommandations ? Le déclic pour ce rapport, c'était le silence des chaînes françaises sur le discours sur l'état de l'Union de Ursula von der Leyen en 2020. Ce constat concerne particulièrement l'audiovisuel. Il y a une place trop réduite de sujets européens dans la grille des programmes, trop faible présence aussi des chaînes françaises de radio-télévision à Bruxelles et une faible utilisation des images qui sont quand même mises à disposition de l'actualité européenne. Et quand on sait qu'à peu près 61% des citoyens s'informent quand même encore en priorité par les chaînes télévisées, il semblait que c'était quand même une question sur laquelle on devait se repencher, parce que c'est pas nouveau, cette question, c'est un vieux serpent de mer où on entend un petit peu toujours la même chose, déficit d'incarnation, déficit d'audiomates, les citoyens ne s'y intéressent pas, etc. Mais je pense que c'est pas tout à fait vrai, d'autant plus qu'il y a 3 niveaux d'information. D'abord, il y a l'actualité européenne, il y a une pédagogie aussi autour des institutions européennes. Quand on me dit « Oh, l'Europe, c'est compliqué », c'est pour ça aussi qu'on ne se penche pas assez sur ces questions. J'ai envie de dire, quand vous arrivez dans la fonction de député, essayez de voir, de comprendre rapidement comment fonctionne une commune, une intercommunalité, un département, une région, vous y ajoutez le pays et vous voyez où sont les compétences. J'ai presque envie de dire, le triangle institutionnel européen est beaucoup plus facile parfois à comprendre. Mais en tout cas, ce qu'on a identifié, c'est presque une triple responsabilité. Il y a une responsabilité quand même des institutions européennes qui doivent faire un effort aussi pour avoir une image un peu plus transparente, positive, peut-être plus politique aussi. Il y a une responsabilité de la classe politique française. Nous-mêmes, ici à l'Assemblée nationale, nous ne rendons pas les enjeux européens suffisamment visibles et en tant que députés, peut-être pas suffisamment dans nos circonscriptions et bien sûr des responsabilités aussi dans les rédactions qui mettent souvent pas assez de moyens à disposition sur des sujets européens. Et aussi la formation, parce que la formation dans les écoles de journalisme, il y a certains qui proposent du cursus européen, mais le problème c'est qu'après il n'y a pas de débouché forcément pour les étudiants qui ont choisi ce cursus. Donc en fait il faut utiliser les moyens à tous les niveaux pour aller plus loin. Mais je pense qu'il y a des propositions qui sont sur la table, renforcer les obligations légales ou envisager la création d'un véritable statut de journaliste européen, renforcer le contrôle parlementaire, rendre ici plus visible la Commission des affaires européennes. Aussi, je pense qu'on a besoin des débats sur des sujets européens, mais pas que à des moments où il n'y a plus personne au Parlement, mais à des moments très importants comme avant les conseils européens. Alors, une de vos dernières notes d'actualité avait été consacrée à la situation de l'état de droit au sein de l'Union européenne. Alors, entendez-vous prochainement mener des auditions et poursuivre vos réflexions sur ce thème qui est au cœur de l'actualité ? Oui, tout à fait, parce que c'est ce sujet de l'état de droit et parfois la confusion qui est faite entre état de droit et démocratie, c'est un sujet qui me paraît vraiment très important. Le problème, c'est que le mot état de droit déjà parle pas à nos citoyens, ça paraît très abstrait, mais en réalité, il y a des conséquences très concrètes. Quand vous avez des entreprises qui veulent investir dans un autre État membre, il y a une question de confiance qui se pose, une confiance mutuelle aussi entre nous.
nous, ils doivent être sûrs de pouvoir avoir accès à une justice indépendante et libre. Donc le respect de l'état de droit, quand on doit se positionner ensemble, particulièrement dans un monde qui est aujourd'hui instable, si on pense l'Europe d'une manière un peu plus géopolitique, moins autocentrée, on a terriblement besoin de cette confiance mutuelle entre nous, parce que sinon c'est une bombe à fragmentation et on ne va pas pouvoir avancer. Mais on a besoin aujourd'hui peut-être de mieux définir l'état de droit, parce que l'article 2 du traité sur l'Union parle bien sûr de l'état de droit et des valeurs, mais c'est plutôt le Conseil de l'Europe, qui n'est pas une institution de l'Union européenne, qui, avec sa commission de Venise, a donné les éléments de définition. Mais je pense qu'il est temps aussi qu'on se mette un peu au travail entre nous, et comme je vous ai parlé de nos groupes de travail au sein de la COSAC, j'espère qu'on pourrait un petit peu avancer sur ce sujet qui pour moi, sont d'une importance primordiale, parce que partout, il y a des voix divergentes qui s'élèvent, qui mettent en cause ces principes, et même chez nous, il y a certains candidats qui mettent en cause la primauté du droit européen. Donc tout ça, ça mine la confiance. Sabine Thillaye, je vous remercie. Merci beaucoup à vous. 15 minutes pour parler d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. Avec ce podcast inédit, nous espérons susciter le réflexe européen. Nous espérons donc vous retrouver, plus nombreux encore, au prochain épisode. À bientôt.